Ça a l'air de marcher, en tout cas, je vais les partager. Hop. Alors, déjà petit test, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Alors on va laisser les gens arriver, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Et on va démarrer tranquillement. Ah parfait, je vois qu'on m'entend. C'est le principal. Alors pour vous expliquer à ceux qui sont déjà là, l'idée évidemment, ça sera de parler en priorité de Génération Frexit. Pourquoi? Déjà, c'est pour vous présenter un petit peu plus le mouvement. Et aussi, évidemment, et là, je voudrais remercier tous les informaticiens bénévoles qui ont fait un travail formidable. Vous avez peut-être déjà vu, il y a le site Génération Frexit, le site du mouvement qui est sorti et il y a eu un travail formidable qui a été fait. Et c'est l'occasion aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu de vous présenter justement ce site internet, d'en discuter et de prendre toutes les questions qui ont trait à Génération Frexit. Mais évidemment, on pourra prendre aussi quelques questions d'actualité si le temps le permet. Les 32, je pense qu'on va démarrer, à 35-37 pour laisser le temps aux personnes de venir. Vous pouvez déjà commencer à poser vos questions pour que je les prenne au fur et à mesure et que j'y réponde, comme je l'ai dit. Les principales questions seront sur le mouvement, sur Génération Frexit, et pour vous expliquer un petit peu plus nos ambitions et tout ce qu'on veut faire. Alors, je vais laisser les gens arriver, puis après, je vais prendre les premières questions. Bon, le temps que les gens arrivent, je pense que je vais déjà vous présenter un petit peu plus Génération Frexit. Qu'est-ce que c'est en fait Génération Frexit? L'idée, ce n'est évidemment pas de faire un énième parti politique, une énième chapelle. Certains diront une énième chapelle souverainiste. C'est pas du tout l'idée. L'idée de Génération Frexit, c'est quoi? C'est justement être complètement différent des partis politiques,
de ne pas être là pour défendre sa petite chapelle, de défendre un homme, des places, mais de défendre avant tout des idées. Et les idées, c'est quoi quand on se pose clairement? Parce que Génération Frexit, c'est très clair, c'est dans son nom. On se bat pour quelle idée? On se bat pour le Frexit et pour reprendre le contrôle en toute matière. Et la façon la plus opérationnelle d'obtenir justement ce Frexit, qui est la première étape pour recouvrir la souveraineté de la France dans absolument tous les domaines, c'est quoi le plus opérationnel ou ce qui nous paraît le plus opérationnel? Est-ce que c'est de faire une énième candidature de témoignage à 1% et finalement on se fait plaisir, on tourne la boutique mais qui ne sert absolument à rien? Ou est-ce que c'est au contraire d'être dans une optique en retrait et d'œuvrer pour une grande coalition ou même œuvrer d'une manière générale à ce qu'il y ait ce référendum sur le Frexit et évidemment après œuvrer pour le gagner? C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Nigel Farage n'a pas été en possibilité de gagner les élections générales au Royaume-Uni, mais par la pression qu'il a mis, il a pu obtenir un référendum sur l'aile conservatrice la plus dure au niveau de l'Union européenne et gagner ce référendum et sortir de l'Union européenne. Alors évidemment, en France, ce n'est pas avec En Marche ou les Républicains qu'il va y avoir ce référendum, mais l'idée c'est de travailler sur une grande coalition qui aurait dans son programme ce référendum et le gagner, parce qu'on peut le déplorer, mais si vous regardez l'échiquier politique français, les partis qui se disent pour le Frexit, il y en a peu. Donc on peut se dire qu'on fait les puristes et on va se battre pendant 100 ans là-dessus, ou on essaie de faire quelque chose d'opérationnel pour changer la vie des gens, changer la politique. Et dans cette optique-là, si on le fait, il n'y a pas d'autre solution que pour avoir une coalition plus large qui soit en mesure de gagner, de se mettre d'accord sur le référendum sur le Frexit. Et là, on peut rassembler évidemment bien plus large. Et c'est toute l'idée de Génération Frexit, c'est de travailler, de militer corps et âme pour ce référendum. Et on a derrière nous toute une structure pour pouvoir le faire, parce que si vous allez sur notre site générationfrexit tout attaché.fr, vous allez voir qu'on a déjà toute une structure territoriale, on a des militants partout en France et on a toute cette force militante que peu d'autres mouvements ou partis peuvent avoir pour justement œuvrer concrètement sur le terrain, œuvrer pour militer, pour avoir ce référendum sur le Frexit. Et c'est tout le combat et toute la mission de Génération Frexit. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ce mouvement a été créé le 14 juillet, c'était aussi une date symbolique, c'est évidemment la fête nationale française. Et quand on dit reprendre le contrôle, c'est finalement être ce que devrait être la France, ce que devrait être l'origine de la France, c'est-à-dire reprendre le contrôle en toute matière, c'est à la fois la souveraineté nationale par le Frexit, par une souveraineté industrielle, par une souveraineté sanitaire, par une souveraineté des frontières et autres, et la souveraineté populaire, que les gens concrètement puissent reprendre le contrôle. Et ça, c'est notamment le RIC en toute matière. Donc vous voyez que se reprendre le contrôle, finalement, il est très large. Il va même au-delà du Frexit. Et je pense que reprendre le contrôle, c'est ce qu'attendent les Français. Ils sentent bien qu'ils ont été dépossédés justement de la politique, que leurs choix ne servent plus à rien. Leurs choix ne servent plus à rien parce qu'au niveau national, évidemment, quand ils votent à gauche, à droite, ils ont la même politique qui est celle de l'Union européenne. Mais j'ai envie de dire, même si on n'avait pas quelque part, même si on était déjà plus dans ce cadre de l'Union européenne, le RIC permet de reprendre le contrôle concrètement, parce que vous n'êtes plus dans cette idée où vous votez pour des politiciens tous les 5 ans ou tous les 6 ans pour les élections municipales, et après finalement c'est comme un blanc-seing et l'élu fait ce qu'il veut. Avec le RIC, c'est vraiment le peuple qui reprend le pouvoir. Ça ne veut pas dire évidemment voter sur toutes les lois, la moindre petite norme et autres, ça n'aurait aucun sens et il n'y aurait pas de participation. Mais pour tous les sujets qui tiennent à cœur aux citoyens, qui leur paraissent importants, ou d'ailleurs s'ils sont en désaccord avec des projets de loi, le RIC va leur permettre de reprendre le contrôle et de décider eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Alors est-ce qu'il y a des... J'ai commencé cette petite introduction, je regarde s'il y a des questions. Tac, 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 tac. Donc ça va tous, le son est bon, je remonte un petit peu.
Comment peut Génération Frexit se détacher en tant que groupe de réflexion idéologique parmi les autres groupes? Alors, on n'est pas, c'est quelque part une bonne question, Génération Frexit, ce n'est pas un parti politique, mais ce n'est pas pour autant un think tank, parce que comme j'ai expliqué dans l'introduction, l'idée c'est évidemment de peser, et notamment en 2022, mais même après, de peser pour qu'il y ait ce référendum. Donc on n'est pas juste là à faire de l'analyse et à dire que l'Union européenne ne marche pas ou est mauvaise, on est là pour expliquer au contraire ce qu'il faudrait faire, le référendum qu'il faudrait obtenir, et quelle peut être la France d'après. Donc on n'est pas dans une optique de think tank et on est là pour peser et pour peser justement politiquement pour aider à ce qu'il y ait ce référendum. On ne va pas être là juste à agiter des idées, ça n'aurait absolument aucun sens. Et donc au contraire, on va être là pour peser dans le débat politique et pour faire en sorte que le référendum sur le Frexit soit absolument incontournable en 2022 et après. Alors, qu'est-ce qu'il y a en autre question? Domi Rabi qui demande combien d'abonnés actuellement à Génération Frexit. Alors, le site vient tout juste d'être lancé, mais il y avait une possibilité de se préinscrire avant. On avait déjà à peu près quasiment 1000 inscriptions, alors même qu'il n'y avait absolument rien dedans, il n'y avait pas encore nos ambitions, il n'y avait pas encore les grandes lignes, ce que je vous explique sur le référendum ou nos grandes ambitions pour la France de demain. Et malgré ça, il y avait déjà 1000 inscrits. Donc là, je n'ai pas regardé les chiffres aujourd'hui, mais le site a été mis en ligne. Donc évidemment, l'idée, c'est qu'à partir du moment où le site est en ligne, il y a plein de gens qui vont aller sur générationfrexit.fr, qui vont justement regarder le programme, se renseigner et s'inscrire, soit pour être informés, soit pour militer, ou soit de faire un don, parce que c'est les 3 étapes, si j'ose dire, une fois qu'on est sur le site, c'est les 3 étapes concrètes. Il y a des gens qui soutiennent la démarche, qui veulent ce référendum pour le Frexit, qui ne veulent pas forcément militer haut, donc qui cochent je souhaite être informé, qui veulent nous aider financièrement, parce qu'évidemment, toutes les opérations qu'on veut faire de communication et autres, ça a un coût, et donc ils peuvent cocher par exemple être informé et faire un don, en sachant que le don est libre, vous pouvez donner ce que vous voulez. Et il y a la case importante qui est la case militer, qui est très importante parce que ça va permettre, on a déjà évidemment beaucoup de militants qui sont là, qui nous ont rejoints, mais ça va permettre aux responsables régionaux, si vous avez coché cette case militer, de savoir qu'il y a des personnes qui ne veulent pas seulement soutenir Génération Frexit, pas seulement être informés, mais des personnes qui veulent militer concrètement sur le terrain, faire des actions de terrain en faveur justement du Frexit et de ce référendum. Donc très clairement, c'est l'étape. Vous pouvez aller sur le site générationfrexit.fr, vous pouvez parcourir tout ce que propose Génération Frexit, même si ça va être évidemment étoffé. Pour le moment, l'actualité va être, si j'ose dire, va être mise à jour parce qu'on va ajouter au fur et à mesure des articles d'actualité et des articles de fond. Il y a vous avez certainement remarqué peut-être aussi la section boutique qui n'est pas encore active, mais il va y avoir des produits, des t-shirts, des badges et autres Génération Frexit qui sont très jolis, parce que vous avez vu que là je tire un coup de chapeau à tous nos graphistes. La charte graphique, le logo et la couleur de Génération Frexit sont très beaux, très modernes. On sort de cette idée de vieille politique et c'est pas plus mal parce que les Français en ont un peu marre justement des vieux partis politiques, et là on a une très belle image. Et c'était le problème finalement aussi que pouvait avoir le Frexit. Le Frexit avait malheureusement une image qui pouvait paraître ringarde, et avec Génération Frexit, une autre ambition justement, c'est de rendre le Frexit désirable et le Frexit à la mode, parce qu'il n'y a que en ayant un mouvement désirable que le Frexit sera lui-même désirable, et il faut que le Frexit soit désirable à la fois pour qu'on ait ce référendum et évidemment pour le gagner. Il suffit de voir la campagne des Britanniques pour la sortie au référendum qui a été très belle, très positive justement, et qui avait une image dynamique et moderne. Alors je vais prendre d'autres questions. Hop. Alors,
Françoise Bellu qui demande des contacts avec PRCF, Pardem, République souveraine. Alors il y a déjà quelques contacts parce que l'idée du mouvement aussi, je ne l'ai pas dit, c'est d'être ouvert. D'ailleurs, nous on ne refuse pas les doubles appartenances par exemple, mais c'est une idée d'ouvert et nous on est prêt à discuter avec tous ceux justement qui sont d'accord sur cette idée de référendum pour le Frexit parce que l'idée c'est d'agréger un maximum de personnes et on est prêt à discuter avec tous les partis politiques qui sont sur cette ligne-là. L'idée, c'est pas de bâtir des murs, c'est plutôt de construire des ponts et que tous ces gens-là se parlent et se mettent d'accord à minima sur ce référendum sur le Frexit. Et je pense que sur cette question-là, on peut avoir un rassemblement très large qui est la seule façon finalement de pouvoir gagner en 2022. Voilà, il y a des contacts avec certains, mais on ne ferme la porte à personne. On est prêt à discuter avec tout le monde sur cette idée-là. Alors, Olivier Marmy, allez-vous développer vos idées autres que le Frexit? Je parle des sujets clivants. Écoutez, c'est exactement ce que j'ai dit. Reprendre le contrôle, c'est plus large que le Frexit. Alors, il n'en reste pas moins que notre combat principal, parce que ça nous paraît la condition essentielle, c'est ce référendum sur le Frexit. Mais reprendre le contrôle, c'est en toute matière. C'est-à-dire que vous prenez le contrôle au niveau judiciaire, vous prenez le contrôle au niveau migratoire, au niveau énergétique, d'avoir une indépendance énergétique de la France. Donc évidemment, on va parler de tous les sujets en sachant qu'il y a des sensibilités différentes dans Génération Frexit, parce que ce qui nous rassemble, c'est ce référendum. Mais on parlera de tous les sujets d'actualité, parce que évidemment, quand on parle de la France d'après, il faut parler de tous les sujets. Vous ne pouvez pas dire juste on fait ce référendum sur le Frexit. Pour gagner ce référendum sur le Frexit, il faut des perspectives et il faut parler de la France d'après. Donc évidemment, on parlera de la France d'après et on parlera de tous les sujets. Alors, c'est pas une question, j'ai un commentaire. Le PRCF veut seulement un Frexit progressiste. Ben, j'ai envie de dire que même dans cette optique-là, même s'ils veulent un Frexit progressiste, je ne vois pas comment, à moins d'être antidémocrate, ils soient contre l'idée d'un référendum sur le Frexit. Et quand bien même ils veulent évidemment, après, dans leur France d'après, ils veulent quelque chose d'anticapitaliste, de très progressiste, c'est pas la ligne de Génération Frexit, mais quand bien même ils veulent ça, il y a une hiérarchie de priorités, et pour obtenir ce qu'ils veulent, de toute façon, ça impose de faire le Frexit. Donc je pense, s'ils réfléchissent un petit peu, et je pense qu'ils le font, la priorité numéro 1, c'est évidemment celle-ci, c'est d'avoir ce référendum, de le gagner, et après, chacun sera libre de défendre si on est une position plus centriste, si j'ose dire, de ce point de vue-là. On n'est pas anti-capitaliste à Génération Frexit, mais s'ils veulent mettre en place de toute façon un programme anticapitaliste, ça passe par la sortie de l'Union européenne et ils le savent très bien. Maintenant, c'est une question pour eux de définir quelle est la hiérarchie de priorité. Et ça, l'avantage du référendum, c'est exactement ce qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est ce qui était passé d'ailleurs en France en 2005. Le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, vous aviez à la fois des gens d'extrême gauche qu'on pourrait comparer au PRCF, vous aviez des gens qui étaient très à droite, vous aviez des conservateurs, vous aviez des gens du Parti travailliste, vous aviez des gens de tout le spectre politique, alors qui n'ont pas forcément d'ailleurs toujours fait une campagne main dans la main. Il y avait plusieurs campagnes du livre, il y avait celle de Nigel Farage et d'Aaron Banks, il y avait celle de Dominic Cummings et des conservateurs. Il y avait aussi des syndicats qui ont milité pour le Brexit. Mais tous ces gens-là ont fait cette campagne parce qu'ils étaient d'accord sur cette idée du référendum et ils ont gagné le référendum. Et effectivement, c'est ce qu'il faut faire en France. Mais pour pouvoir mettre en place le référendum, alors il y a plusieurs options, mais le plus probable étant le référendum d'initiative présidentielle. Donc il faudra arriver à cette grande coalition en 2022. Mais quand bien même on n'y arriverait pas, même si c'est ce que je souhaite, il peut très bien y avoir assez de députés pour lancer un référendum d'initiative partagée, et auquel cas,
vous inquiétez pas que Génération Frexit fera campagne massivement pour récolter les signatures nécessaires pour lancer ce référendum, même si on l'a vu avec Aéroport de Paris, le seuil est complètement délirant et c'est fait en fait pour qu'il ne soit jamais utilisé. Mais là, on est dans une optique où on cherche d'abord à rassembler un maximum de monde, à parler à tout le monde pour avoir une coalition qui soit gagnante pour 2022. Alors, c'est des fois difficile, il y a des questions et des commentaires en même temps. Comment comptez-vous toucher, atteindre et convaincre les Français qui s'y connaissent pas ou peu, ou bien simplement qui regardent les médias traditionnels? Déjà, ce qu'il faut faire, c'est des actions de terrain. Et comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de militants à Génération Frexit. C'est même notre plus grande force. On a vraiment des militants à travers toute la France qui feront ce travail d'information. Et après, évidemment, que l'idée, on n'est pas des ennemis des médias. Les médias sont là, ils participent au jeu démocratique. On peut des fois déplorer leur option. Évidemment que les médias ne sont pas des grands partisans du Frexit, vous l'aurez bien compris. Mais voilà, ils font un travail, ou du moins ils participent à l'information en France. Et évidemment qu'on fera tout, on essaiera d'être innovant à la fois dans les approches de terrain, mais aussi dans l'approche médiatique pour avoir ce temps de parole médiatique. Vous avez peut-être déjà vu qu'on a eu pas mal de passages médias au Royaume-Uni. On en a eu quelques-uns en France plutôt écrits. J'espère qu'on en aura d'autres au niveau de l'audiovisuel. Mais l'idée, c'est de toute façon de négliger aucun canal. À la fois le terrain, à la fois les médias, à la fois les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'être sur tous les terrains pour pouvoir imposer et faire peser cette idée de référendum sur le Frexit. Donc on investira tous ces champs-là. Alors, je regarde les commentaires. Il y aura à nouveau des conférences. Alors ça reste à voir, on a déjà des conférences, mais l'idée, évidemment, l'éducation populaire, c'est très bien, mais l'idée, c'est de convaincre et de peser. Le format de conférence peut amener diverses personnes à se renseigner, ceux qui veulent pousser, mais pour toucher le grand public, ce n'est pas avec un format de conférence qu'on va toucher le grand public. Donc l'idée, c'est beaucoup plus d'aller sur des formats, des visuels qui parlent au grand public et qui essayent de convaincre les gens. Parce que c'est comme ça, quand vous travaillez, vous avez eu une longue journée, vous n'allez peut-être pas forcément vous mettre devant une conférence de 2-3 heures. Vous allez à l'essentiel. Donc l'idée, c'est d'avoir des formats, que ce soit vidéo, visuel et autres, qui touche très rapidement le grand public. Et là-dessus, d'ailleurs, les Britanniques avaient été excellents sur leur campagne du Leave ou même du Brexit Party pour les dernières élections européennes qu'ils ont remportées haut la main. Lien, rapport avec Onfray et Front Populaire de Michel Morgana. Alors Michel, c'est simple, on a déjà trois contributeurs à Front Populaire, parce que évidemment Génération Frexit c'est une équipe et on le voit déjà sur les publications qu'on a faites, il y a déjà 2 communiqués de presse de personnes différentes, il y a 3 différents contributeurs à Front Populaire, il y a Vincent Brousseau, Philippe Comte et moi-même qui avons écrit des articles pour Front Populaire. Et très clairement, la démarche de Michel Onfray, de Stéphane Simon et de Front Populaire, elle est très intéressante parce que, alors évidemment que là, le référendum sur le Frexit n'est pas au cœur du message,
mais ils sont dans cette idée, ils ont très bien compris que pour peser et pour enfin gagner, il fallait un rassemblement de tous les gens qui sont d'accord pour reprendre l'essentiel, à savoir la souveraineté de la France. Donc la démarche de Front Populaire, elle est évidemment louable, et ce sont à ce titre-là des amis avec qui on va travailler. Alors j'essaie de trouver d'autres commentaires. Le problème, c'est qu'il y a des débats internes au sein des commentaires, donc c'est pas forcément facile de trouver des questions. Je remonte un petit peu le fil. Pascal Le Tag, et si le référendum ne donne rien? Là, comme je l'ai dit, il y a plusieurs scénarios. Je ne sais pas si par ne donne rien, c'est-à-dire que vous voulez dire qu'on le gagnerait mais qu'il ne serait pas suivi des faits, ou alors qu'il y a ce référendum et qu'on le perdrait. Si on perd ce référendum, j'ai envie de dire, c'est exactement ce que disait Nigel Farage quand, vous savez, au moment du Brexit et le soir du Brexit, les premiers sondages donnaient le maintien dans l'Union européenne gagnant, et Nigel Farage a eu cette phrase, il avait raison, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. À partir du moment où on considère que l'avenir de la France est que pour reprendre le contrôle, il faut réaliser ce Frexit, évidemment que même si on perdait ce référendum, on essaierait, c'est quasiment impossible de le faire quelques années après, parce qu'il faut bien évidemment respecter l'avis du peuple. On ne va pas demander au peuple la même chose un an après, mais on continuera à militer pour le Frexit, et quand les esprits seront plus mûrs, évidemment qu'on militera à nouveau pour un référendum, en espérant avoir convaincu, avoir fait changer d'avis les Français. Et si vous parlez de l'optique où en fait il y a un référendum, le Frexit l'emporte mais il ne l'applique pas, je pense que ce serait très difficile pour le pouvoir de le faire dans le cadre d'un référendum d'initiative partagée. Et après, comme je vous l'ai dit, la priorité numéro 1, c'est d'arriver dans une grande coalition qui, elle, est favorable à la tenue de ce référendum. Donc une coalition qui serait élue en étant favorable, exactement comme Cameron. Cameron n'était pas pour le Brexit, mais il a été élu en grande partie, et je connais des amis d'ailleurs qui n'avaient jamais voté conservateur, britanniques qui n'avaient jamais voté conservateur de leur vie et qui ont voté David Cameron justement pour avoir ce référendum. Et donc si une coalition est d'élus avec cette idée à l'intérieur de référendum sur le Frexit, ce serait quasiment impossible de ne pas tenir la promesse et de ne pas respecter le résultat des urnes. Et très clairement, nous, en tout cas, on se battra pour ça. Comptez-vous aller à la journée rassemblement du 10 octobre rassemblement souverainiste du 10 octobre organisé à Nancy? Alors moi personnellement, le 10 octobre, je travaille, c'est un des samedis dans l'année où je travaille, donc je ne pourrai pas m'y rendre, mais Génération Frexit sera très certainement présente à l'événement. Ça ne sera pas moi qui viendrai, mais comme je vous l'ai dit, on est un mouvement, on est un collectif, donc il y aura des représentants de Génération Frexit qui seront certainement là-bas, puisque comme on l'a dit, on n'est pas dans une démarche sectaire, on discute avec tout le monde, avec tous ceux qui seront d'accord sur cette idée de référendum sur le Frexit. Et en l'occurrence, dans une journée souverainiste, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, de partis, de mouvements et autres, qui vont nous dire qu'ils seront contre ce référendum sur le Frexit. Donc il nous paraît normal, dans une optique de discussion, ça ne veut pas dire s'allier, mais on va discuter évidemment avec tous ceux qui sont d'accord là-dessus. Et donc il est fort probable dans ce cadre-là qu'il y aura des représentants de Génération Frexit à ce rassemblement. Alors il y a des commentaires. Bonjour, que penserais-tu d'une candidature de Charles Gave qui préconise la sortie de l'euro? Écoutez, pourquoi pas, hein, Charles Gave, moi je ne pense pas que la ligne
libérale puisse gagner en France, d'autant qu'elle est très occupée elle est déjà occupée par Emmanuel Macron. Même si évidemment je connais les arguments de Charles Gave, il dirait que ce n'est pas du libéralisme, c'est du capitalisme de connivence et autres, mais néanmoins, cette sensibilité politique-là, elle est occupée, le terrain est occupé par Emmanuel Macron, donc je ne crois pas que cette option-là puisse être élue en France, mais après, comme on discute de toute façon avec tout le monde, si Charles Gave est d'accord sur cette idée de référendum sur le Frexit, évidemment, on est prêt à discuter avec lui comme avec tous les autres, parce qu'on est dans cette démarche d'ouverture. Alors, j'attends qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. Donc je le rappelle pour ceux qui arrivent en ce moment, ce direct a plusieurs objets. Évidemment, le lancement du site générationfrexit.fr qui vient d'être lancé, vous allez voir, c'est un très beau site. On a toute une équipe bénévole qui a travaillé d'arrache-pied, qui nous a sorti un super beau site. Il y a encore quelques améliorations à faire ci ou là, c'est normal, c'est une sortie, mais c'est un très beau site. Vous pouvez déjà y aller, vous pouvez déjà vous inscrire, vous pouvez déjà nous aider en donnant. En plus, les dons sont ouverts à défiscalisation, donc vous payez finalement que un tiers du don si vous êtes sujet à l'impôt sur le revenu. Et donc, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Vous pouvez découvrir Génération Frexit. Vous pouvez évidemment nous aider, vous faire connaître et soutenir notre combat. Jean-Michel Barre, François Boulot comme candidat, pourquoi pas. François Boulot, lui, c'était un des gilets jaunes, et pour moi qui est le plus pertinent, c'était lui qui parlait dans les gilets jaunes beaucoup quand il passait lors des émissions de télévision du carcan justement de l'Union européenne. J'en ai pas parlé directement avec lui de cette option du référendum sur le Frexit, mais je pense que clairement c'est une personnalité qui pourrait porter justement une coalition et un référendum sur le Frexit, et c'est d'autant plus important qu'on voit bien ce dégoût global, et on peut le comprendre, pour la classe politique en France. On voit l'abstention qui ne cesse de monter comme lors des élections municipales. Et cette coalition pourrait justement être incarnée par quelqu'un qui ne vient pas du monde politique, et cette grande coalition ne serait pas un parti politique en tant que tel. Ça, je pense que ça parlerait beaucoup plus aux Français que d'être dans une vieille option traditionnelle de parti politique, et on voit que les Français, en tout cas ce n'est pas et ce n'est plus ce qu'ils attendent. Bonjour, avez-vous des référents par département? Une question de Thierry Cogent. On a une structure qui est régionale, c'est-à-dire que pour le moment, nous avons 23 régions, parce qu'on est resté aux anciennes régions, 23 régions de France métropolitaine et Outre-mer. Et là-dedans, on a un représentant régional par région partout. En Outre-mer, c'est à bout touchant, c'est la seule pour le moment, la seule structure où on n'a pas encore de représentant officiel attitré, mais ça va arriver. Donc on est vraiment présent partout sur le territoire. Et après, ces responsables régionaux, partout en France, ils s'appuient sur des adjoints, sur des référents, et justement, c'est eux-mêmes qui font leur maillage et qui font leur maillage territorial qui sera fait par département, mais dans les grandes villes aussi, il peut y avoir plusieurs adjoints dans les grandes villes pour pouvoir permettre de couvrir tout ce territoire d'un point de vue militantisme. Et on a déjà des régions d'ailleurs où ils ne sont pas nommés officiellement, mais le responsable régional a des adjoints de délégation dans tous les départements. Donc on a vraiment une structure territoriale
qui est énorme pour un mouvement qui vient d'être lancé. Il y a même des partis ou des mouvements qui sont installés depuis très longtemps qui n'ont pas cette couverture territoriale. Donc on a vraiment une véritable armée militante. Et ça, c'est une des grandes forces de Génération Frexit parce qu'on est dans ce combat finalement tous ensemble. Et on est dans cette optique de peser ensemble et on veut que ça soit un mouvement qui soit éminemment collectif, qui se bat avant tout pour cette idée-là. Alors, Jean-Paul Genre, faire un bilan comparatif chiffré, ça a bougé, chiffré lissé sur 5 ans du perte individuelle des pays Frexit, gain escompté, la confiance de Frexit est une nécessité, reste un mythe. Alors, je suis d'accord avec Jean-Paul Genre, finalement, il y a deux dimensions. Les Français, tous les Français, alors il y a quand même de plus en plus de Français qui se rendent compte de la nocivité de l'Union européenne actuelle, même si on le voit bien, que parfois ils se laissent abuser un petit peu de propagande. On le voit sur le plan de relance qu'une catastrophe pour la France, mais qu'on nous vend comme c'était quelque chose d'extraordinaire, comme c'était de l'argent gratuit de l'Union européenne qui viendrait en France. Enfin, c'est une vaste blague. Le plan de relance va coûter très cher à la France. On va donner, selon les estimations, entre 60 et 140 milliards. C'est l'estimation Canard enchaîné qui est la plus pessimiste et l'estimation 60 si on prend ce que va donner la France au budget de l'Union européenne. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, comme on récupère que 40 milliards, on va perdre beaucoup d'argent là-dessus. Et en plus de ça, on n'a pas la libre utilisation justement de ces fonds du plan de relance. Et c'est même pire que ça parce qu'il y a des contreparties. Les contreparties étant d'appliquer les politiques économiques et sociales qui sont voulues par l'Union européenne. Et donc concrètement, ça veut dire que évidemment que vous allez avoir la réforme de l'assurance chômage qui est un petit peu en attente, qui va être validée. Vous allez avoir la réforme des retraites qui va revenir peut-être sur un mode plus dur même que ce qui a été présenté. Et vous allez avoir toutes ces réformes dites de structure que les Français vont avoir à cause, entre autres, de ce plan de relance. C'est ce que je disais souvent, vous alliez les goper, c'était déjà l'élève qui allait remettre sa copie au maître et le maître qui corrigeait en fait la copie et qui vous la rendait, il disait faudrait faire comme ça. Maintenant, il ne s'embête même plus, le budget on vous le donne, donc le maître vous donne directement la copie et c'est appliquez-le. Et en fait, on est dans un délire tel que la France va finalement payer les menottes ou les chaînes elle-même qu'elle va se mettre. Donc c'est complètement délirant et aucun chef d'entreprise ou aucune personne rationnelle n'aurait signé un tel plan. Et c'est pire que ça parce que Emmanuel Macron, non seulement il l'a signé, mais c'était un de ses principaux partisans. Donc je suis d'accord avec vous, même si les Français de plus en plus s'en rendent compte, il faut encore expliquer pourquoi l'Union européenne est nocive pour la France, mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas suffisant. On ne peut pas seulement être dans la critique de l'Union européenne, même si il faut le faire, et on va évidemment le faire, mais il faut aussi, et avant tout, expliquer tout ce qu'on peut faire grâce au Frexit. Il faut donner des perspectives aux gens. On ne peut pas juste leur dire il faut critiquer, on va critiquer l'Union européenne, on va dire c'est mauvais, ça ne marche pas, c'est pas bon. Mais ça suffit pas. Vous allez pas, les gens vont pas voter. Je vais dire ça ne marche pas, donc on va casser le truc. Ils vont vouloir évidemment des perspectives et ils vont vouloir qu'on leur explique tout ce qu'on va pouvoir faire grâce au Frexit. Et c'est toute notre dimension de reprendre le contrôle, c'est qu'on va leur dire, grâce au Frexit, on va pouvoir reprendre la main sur les flux migratoires. Grâce au Frexit, on va économiser tout l'argent qu'on va économiser de l'Union européenne, on va pouvoir le réinvestir dans les hôpitaux, chez les professeurs des écoles, on va pouvoir le réinvestir notamment dans tout ce qui est transition écologique, isolation des bâtiments, la transition numérique qui est fondamentale pour préparer l'économie de demain en France. Et donc c'est expliquer tout ce qu'on va pouvoir faire justement car on aura repris le contrôle. Parce que quand vous avez Emmanuel Macron qui vous explique, c'est quand même le même qui a bradé Alstom, Technip et qui a bradé finalement ce qui fait partie intégrante de la souveraineté de la France, c'est le même maintenant qui vous dit ah oui ça serait formidable, il faut faire de la souveraineté d'un point de vue sanitaire ou autre. Mais ce qui ne vous explique pas Emmanuel Macron, c'est que ça, et c'est ce qu'il faut expliquer dans la France d'après, ça vous ne pourrez le faire justement
grâce au Frexit. Grâce au Frexit, oui, on va pouvoir reconquérir une souveraineté industrielle filière par filière. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir déjà réserver les marchés publics pour les entreprises françaises. Quand vous avez actuellement cette affaire des masques, c'est quand même scandaleux. Il y a plein de PME, TPE, des industriels qui se sont, dans le textile, se sont mis à produire des masques pour aider dans cette pénurie du Covid. Et au lieu de réserver justement des débouchés pour ces producteurs français qui se sont mis à produire des masques, le gouvernement français distribue des masques qui sont produits au Vietnam ou en Chine. Donc là, il y a un véritable problème. Et justement, ce qu'il faut dire, c'est que oui, quand on aura repris le contrôle, on pourra réserver les commandes publiques pour les PME, TPE ou même les multinationales, mais à partir du moment où c'est produit en France, on va évidemment favoriser ce qui est produit en France. Ça sera aussi bon d'un point de vue écologique, parce que l'idée de relocaliser, c'est toujours bon d'un point de vue écologique. On va pouvoir déterminer, dans le cadre d'un État stratège, quand on aura repris le contrôle, quelle filière on doit appuyer. Je vous ai parlé de la transition écologique, la rénovation des bâtiments, je vous ai parlé de la transformation, la transition numérique, un virage qui n'a pas du tout pris la France et qui nous met dans une dépendance totale vis-à-vis justement de toutes les solutions américaines. Et il y a toute cette idée, tout ce combat et toute cette souveraineté qui doit être reprise filière par filière. Et ça, on pourra le faire justement dans la France d'après, grâce au Frexit. On pourra enfin protéger de manière digne notre France maritime, la deuxième zone économique exclusive du monde. On pourra faire ça, il y a tout un tas de richesses justement là-dedans qui sont à l'abandon parce qu'on n'a pas une marine digne de ce nom, parce qu'on subit toute l'austérité de l'Union européenne. Et on va pouvoir, en reprenant le contrôle, agir exactement sur tous les sujets qui préoccupent les Français. Il faut parler des sujets qui préoccupent les Français et ce qu'on peut faire, plutôt que d'être seulement dans la critique de l'Union européenne. J'ai une question de Chouban Garçon. Génération Frexit est-il favorable à la planification étatique pour l'industrialisation nationale? Alors, dans cette dimension d'État stratège, mais l'idée, c'est pas non plus d'étatiser totalement l'économie. Ça doit être fait, les grandes priorités dans les domaines, ça doit relever de l'État stratège, mais qui doit se faire en partenariat avec le secteur privé, de trouver justement des personnes du secteur privé qui soient prêtes à le faire, et là l'État les protégera, voire pourra les aider, mais l'État n'ira lui-même que s'il n'y a aucun acteur du secteur privé qui veut y aller, parce que l'idée n'est pas non plus d'étatiser totalement l'économie, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais il n'en reste pas moins que c'est l'État qui va définir les priorités, et l'État va pouvoir se substituer au secteur privé, notamment dans certains secteurs on sait qu'ils sont très lourds en investissement où le privé ne va pas y aller. Là, l'État devra y aller et faire son travail pour que la France récupère justement le contrôle dans tous ces domaines. Vincent Grieux, peut-on considérer que Génération Frexit serait un bureau d'études au service de n'importe quel parti politique, une base d'information et de formation sur le Frexit afin d'y parvenir? Alors, pas que, comme je l'ai dit, on est prêt, on discutera avec tout le monde, on est prêt évidemment à aller dans une coalition qui défendra ce référendum, mais on n'est pas dans une optique pour autant de think tank, parce que l'idée c'est de peser et de faire changer les choses, c'est pas juste de donner des rapports et de faire de l'éducation populaire. On veut changer les choses, on ne veut pas juste rester dans le témoignage pour se faire plaisir, on veut concrètement faire changer les choses, et donc comme je l'ai dit, on discutera avec tout le monde pour que ça se fasse de manière pragmatique et stratégique. Alors Jean-François Denez, j'ai déjà répondu à cette question en disant que pensez-vous de Front Populaire, Philippot, Dupont-Aignan? Comme j'ai dit, nous on discutera avec tout le monde. J'ai évidemment que, comme j'ai dit, on a des contributeurs à Front Populaire, on trouve leur démarche
qui est très intéressante. Et donc voilà, on est prêt et on va continuer à contribuer à Front Populaire parce qu'on n'est pas dans une optique de chapelle et de dresser des murs. Mais je pense que on discutera aussi avec Florent Philippot et Nicolas Dupont-Aignan parce qu'on discute et on discutera avec tous ceux qui sont favorables à cette idée du référendum. Et je pense qu'il faut être de toute façon dans la discussion avec tout le monde et pas d'être dans une petite chapelle, on est les seuls, on est les meilleurs, on a raison. Ça n'a aucun sens. Il faut évidemment être dans une optique de réussir et que le Frexit réussisse. Et pour ça, il faut parler avec un maximum de monde, et d'ailleurs pas uniquement des partis politiques ou des mouvements, de discuter avec les Français, discuter avec des associations. On est pour discuter avec tout le monde pour que cette idée de référendum sur le Frexit s'impose au niveau national. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quelle est la position de Génération Frexit sur les nationalisations ? Pour nous, plus que des nationalisations, évidemment que Alstom, plutôt que de vendre Alstom, il aurait mieux fallu le nationaliser, par exemple. Et je pense que tous les grands réseaux de type GDF, EDF, SNCF doivent rester publics. Donc plus même là, plus que de renationaliser à tour de bras, je pense qu'il faut surtout empêcher la privatisation de ces sociétés-là. Et la problématique, c'est dans le cadre de l'Union européenne, c'est la suite logique, parce que évidemment que là, ces entreprises, pour le moment, ne sont pas privées, mais à partir du moment où vous mettez en concurrence, dans le cadre des traités européens, tous ces services publics-là, elles fonctionnent déjà, on voit au niveau de la tarification pour la SNCF, elles fonctionnent déjà comme des entreprises privées, et la logique à la fin, c'est de les privatiser. C'est la même chose pour EDF, quand vous forcez EDF à vendre son énergie plus bas que les prix de marché pour que ce soit rentable pour ses concurrents, on marche sur la tête, et ça, ce sont des décisions qui sont européennes. Donc on voit très bien que dans ce cadre-là, EDF, GDF vont être démantelés. Donc évidemment que ces grands réseaux, pour pouvoir investir demain, pour pouvoir continuer à être dans une optique de service public, c'est-à-dire d'apporter partout sur le territoire au prix le plus faible ces services aux citoyens français, nous, c'est un service public naturel et ça doit rester public. Donc le grand combat à l'heure actuelle, plus que de nouvelles nationalisations, même si, comme je vous l'ai dit, certains secteurs où on le voit quand il y a du photonisme ou au niveau militaire, ou Alstom au niveau de toutes nos turbines nucléaires, ça, plutôt que de le vendre à l'étranger, il aurait été préférable de le nationaliser s'il n'y avait pas de repreneur français. Donc il faut faire au cas par cas, mais disons que le point central, c'est que toutes ces grandes activités de réseau doivent rester évidemment publiques. Alors, j'attends des questions, je vois des commentaires. Alors, je vois une question de Johan Mangeot. Les gens du Front Populaire veulent-ils le Frexit ? En tout cas, Michel Onfray lui-même a déjà dit qu'il était personnellement favorable au Frexit. Parmi tous les contributeurs de Front Populaire, mais c'est un petit peu comme ça dans la politique française, je ne pense pas que 100% des contributeurs soient pour le Frexit. En revanche, comme je vous l'ai dit, Génération Frexit est pour le Frexit, mais je pense qu'en revanche, parmi les contributeurs de Front Populaire, je ne pense pas qu'on trouvera beaucoup de personnes, alors il faut m'expliquer pourquoi, il y aura une dimension quelque part antidémocratique, je ne pense pas qu'on trouvera beaucoup de personnes qui soient contre le fait
d'organiser un référendum sur le Frexit. C'est bien pour ça que dans une optique de rassemblement et de coalition, le référendum sur le Frexit est bien plus pertinent parce que malheureusement, même si nous on le souhaite, évidemment que ça ne se fera pas sur un Frexit 7 gagnant à la présidentielle en 2022, voire en 2027, même si les choses peuvent évoluer d'ici 2027, d'ici 2022, ça me paraît évident. Est-ce que le mouvement pense présenter des candidats aux législatives, Jean-Michel Amar? C'est très tôt, pour parler de ça et j'ai envie de dire c'est pas notre priorité principale. On n'est pas un parti politique qui se dit quoi qu'il arrive à toutes les élections, il faut qu'on y aille. Notre idée c'est avant tout de mettre au centre du débat politique français ce référendum sur le Frexit et de discuter justement avec tout le monde pour imposer cette idée-là. On se bat pour des idées plus que pour des places, donc on ne va pas être dans l'optique, je ne peux pas vous dire maintenant si on ira aux élections législatives, ça n'aurait pas beaucoup de sens et ce n'est pas notre priorité numéro un en tout cas, même si évidemment on ne se l'interdit pas s'il faut y aller pour peser, mais notre idée c'est plutôt de discuter avec les autres et d'imposer cette idée de Frexit parce que c'est une question de priorité et de survie pour la France. Imaginez, et dans l'état actuel, si ce qu'on veut faire ne marche pas, imaginez l'état de la France en 2027 après 5 ans de plus d'Emmanuel Macron. Enfin, ce qui resterait de souveraineté de la France, ce serait absolument calamiteux. Et plus on attend, évidemment, plus c'est dur de reprendre le contrôle parce qu'au bout d'un moment, quand vous bradez tout ce que vous avez d'un point de vue technologie, militaire, industriel, ça veut dire que le chemin inverse pour revenir à une forme d'autonomie et d'indépendance, il sera d'autant plus compliqué. Et donc 5 ans de plus d'Emmanuel Macron, ce serait une véritable catastrophe. Et c'est aussi la démarche de Génération Frexit. Nous, on ne se résout pas à 5 ans de plus d'Emmanuel Macron. Et donc notre combat pour imposer ce référendum et pour amener une grande coalition, il part aussi évidemment de là. Domir Rabi, y aura-t-il des réunions annuelles, universités d'été ou d'automne, permettant de faire rencontrer les adhérents et de proposer des idées et projets? Alors on est en train de travailler justement sur notre congrès fondateur. A priori, ce sera soit fin novembre, soit début décembre, en fonction des avancements au niveau des statuts, des avancements au niveau de la préparation et bien évidemment aussi malheureusement de la situation sanitaire parce que vous le savez peut-être, même si vous voulez partir en voyage ou aller à tel ou tel endroit avec la situation sanitaire, c'est toujours très compliqué parce que on ne sait pas encore quels seront les rassemblements permis, combien de personnes. Donc au niveau des salles, c'est toujours très compliqué. Et pareil au niveau des déplacements. Il n'est pas exclu, on le voit, que typiquement il y ait pas des vrais confinements, mais qu'il y ait des zones territoriales qui soient interdites ou en revenant de telles zones territoriales, même au sein de la France, qu'il y ait des quarantaines qui soient imposées. Et donc, de facto, ça empêche quasiment d'y aller. Donc voilà, c'est l'idée en tout cas de faire ça à ces dates-là. Mais il y a cette situation sanitaire qui est toujours compliquée et qui peut malheureusement faire capoter des plans au dernier moment. Et en tout cas, par contre, pour les réunions, il y aura les responsables régionaux et avec leurs adjoints dans les départements organiseront, il y a déjà eu des rencontres à Paris, à Nantes, et il y aura des rencontres entre les responsables de région, les équipes adhérentes et tous ceux qui soutiennent Génération Frexit. Il y aura évidemment ces rencontres
pour permettre aux gens de se connaître, mais aussi de mener des actions de terrain et de mener le combat ensemble. Jean TLD, des personnalités ont-elles approché Génération Frexit? Oui, il y en a. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus nous parler, donc il y en a, mais voilà, pour le moment, je le garde pour nous et on verra tout ce qui sera fait et tout ce qui peut être fait. Alors, Mathis Bishop, l'appartenance à Génération Frexit est-elle compatible avec l'appartenance à d'autres partis politiques? Et Génération Frexit a-t-elle une politique de la main tendue afin d'attirer un grand nombre d'électeurs, y compris les adhérents d'autres mouvements? Ça, je l'ai déjà dit, où effectivement, nous on accepte, on est dans une optique de pas de parti politique, mais de mouvement. Et notre combat, il est pour obtenir ce référendum sur le Frexit. Donc tous ceux qui se reconnaissent dans ce combat-là, dans ce qui nous paraît être cette urgence-là, ils sont les bienvenus à Génération Frexit, même si ils n'ont pas de parti politique, même s'ils sont déjà dans tel ou tel parti politique. On ne va pas dire on exclut quelqu'un parce qu'il vient d'un autre parti politique, ou on ne prend pas quelqu'un parce qu'il est adhérent d'un autre parti politique. On est clairement dans une démarche d'ouverture et on n'est pas dans le sectarisme. Alors, il y a plus des discussions que des questions. Je vais peut-être prendre, je vois que ça fait quasiment 1 heure, je vais peut-être prendre une ou deux questions de plus. Donc j'attends qu'il y ait quelques questions additionnelles. J'en ai certainement manqué dans le fil de conversation parce qu'il y avait pas mal de commentaires. Donc j'ai certainement pas répondu à toutes les questions. J'essaye de remonter s'il n'y a pas de nouvelles questions. Adrien Thomas, seriez-vous prêt à répondre à une invitation de Florian Philippot ou de Nicolas Dupont-Aignan? J'ai déjà dit, on discute avec tout le monde à partir du moment où ils sont d'accord avec cette idée de référendum sur le Frexit. Donc oui, on discutera en tout cas avec tout le monde. Antoine Ménard, que deviendra Génération Frexit après le Frexit? Je pense que Génération Frexit, après le Frexit, se battra pour reprendre le contrôle, parce que le Frexit, comme j'ai dit, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Si vous voulez reprendre le contrôle, le Frexit n'est pas suffisant. Le Frexit, c'est le chemin obligatoire, mais après, reprendre le contrôle, d'un point de vue démocratique, ça implique le RIC, donc ça c'est un combat en plus du Frexit. Quand je parlais de reprendre le contrôle au niveau industriel, ça c'est pareil, c'est pas parce qu'en claquant des doigts, une fois que le Frexit est fait, vous n'allez pas récupérer concrètement une indépendance totale d'un point de vue sanitaire, parce que 8 principes actifs sur 10 sont produits en Chine, parce que vous avez énormément d'éléments au sein de votre appareil militaire qui sont basés sur des technologies ou des logiciels américains. Donc c'est pas le tout de dire, c'est pas parce que vous faites le Frexit que vous allez reprendre le contrôle partout. Et pour reprendre le contrôle d'un point de vue militaire, industriel, énergétique, numérique, même migratoire, tout ça, ça implique des actions après le Frexit, même si évidemment qu'on ne pourra rien faire de tout ça, on ne pourra pas reprendre le contrôle dans ces domaines-là si jamais on n'a pas fait le Frexit. Donc je pense qu'on continuera à se battre pour que la France et le peuple français puissent reprendre le contrôle une fois que le Frexit sera fait. Et surtout, on a l'enseignement de nos amis du Brexit Party, une fois qu'ils avaient gagné, enfin à l'époque c'était le UKIP, à partir du moment où ils avaient gagné le référendum, eux ils pensaient que c'était bon, que c'était joué, et on a vu toutes les tentatives dans le cadre des négociations de l'article 50, toutes les tentatives pour essayer d'annuler ce vote des Britanniques, et donc on sera avant tout, avant qu'il y ait vraiment le Frexit définitif, c'est-à-dire après la période de sortie, pendant cette période-là, on sera vraiment le garde-fou pour faire en sorte que le Frexit
soit réellement appliquée, qu'il n'y a pas de trahison, donc on ne baissera pas la garde, parce qu'on a l'exemple de nos amis britanniques qui a montré qu'il ne faut pas baisser la garde, et Nigel Farage a dû sortir de sa retraite anticipée pour se battre à nouveau, pour gagner les élections européennes. C'est ce qui a amené le départ de Theresa May, qui trahissait justement son mandat du Brexit, et c'est grâce à lui que Theresa May est partie, que Boris Johnson a été élu et que le Brexit aura enfin lieu. Et donc finalement, même si ce n'est pas lui qui l'a fait en étant au pouvoir, indiscutablement, l'homme du Brexit, c'est Nigel Farage, et on aura ce rôle de garde-fou comme l'a été le Brexit Party. Alors je vais prendre une dernière question, je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires pendant que je réponds à cette question. Une dernière, mais ça lag un petit peu, j'arrive pas à... Comment distiller, ça va être la dernière question, comment distiller la nécessité d'un référendum au sein de tous les partis politiques français, y compris les pro-UE? Y a-t-il un retour d'expérience sur l'histoire des Brexiteurs au Royaume-Uni? Alors, comment distiller? Il y a plusieurs options. Déjà, c'est une question démocratique, c'est-à-dire que même les partis qui ne sont pas dits souverainistes ou pour la souveraineté nationale, qui croient plus même en l'Union européenne, vous pouvez très bien leur dire, si vous êtes démocrate et de toute façon vous pensez que les Français sont pour l'Union européenne, allons-y, faisons ce référendum, mais il est évident qu'on va plus s'appuyer sur les partis qui considèrent que l'Union européenne est un obstacle à la démocratie en France. Et donc, la première étape, nous, on essaiera de convaincre tout le monde, mais on va discuter en priorité avec les partis politiques qui considèrent que la France doit, pour exister elle-même et pour être dans une nation démocratique, elle doit retrouver sa souveraineté. Donc on va discuter en priorité avec eux, et comme je vous l'ai dit, on peut très bien bâtir d'ici 2022 une grande coalition qui aurait comme plus petit dénominateur commun ce référendum sur le Frexit. En tout cas, on se battra pour ça. Je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir suivi Génération Frexit pour ce direct. Et l'idée, j'espère qu'on verra beaucoup d'autres personnes. On a vu déjà pas mal d'articles, d'autres personnes de Génération Frexit qui viendront vous expliquer ce qu'on doit faire et qui seront de toute façon sur le terrain. Et je rappelle encore une dernière fois, n'hésitez pas à aller sur génération tout accroché frexit.fr. Inscrivez-vous, faites-vous connaître, aidez-nous, n'hésitez pas à donner pour qu'on ait les moyens de nos ambitions, et faites circuler autour de vous, à votre entourage, aux gens dont vous savez qu'ils sont sensibles à ces idées-là. N'hésitez pas à leur faire circuler le lien à notre site générationfrexit.fr. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.